Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée cette fois-ci à notre thème 2 d'histoire, le monde depuis 1945, c'est-à-dire depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et nous commençons ce thème par une introduction autour d'une nouvelle organisation créée à ce moment-là, qui est l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, dont vous voyez ici l'un des symboles. En 1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, 51 États se réunissent à San Francisco, aux États-Unis, pour signer une charte, un traité, qui crée donc l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, avec l'objectif de maintenir la paix et la sécurité internationale. Il s'agit en fait de créer une organisation qui rassemble un maximum de pays au monde pour discuter des situations internationales, des conflits entre États, afin d'éviter l'éruption de conflits. Donc cette organisation se veut un lieu de dialogue afin de résoudre tous les problèmes qui concernent l'humanité dans son ensemble, et en encourageant des valeurs démocratiques telles que le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion. Cette organisation se veut un lieu d'égalité entre les différents pays et est basée sur le principe des peuples à disposer d'eux-mêmes, c'est-à-dire la possibilité pour chaque peuple de fonder son propre pays de manière indépendante. Il faut rappeler que à ce moment-là, les pays européens, comme la France et la Grande-Bretagne notamment, disposent encore de vastes empires coloniaux. Et c'est donc un principe qui s'oppose à cette forme d'impérialisme de domination sur les autres pays. Donc la charte de San Francisco stipule dans son deuxième article que l'organisation est fondée sur le principe de l'égalité souveraine de tous ses membres, c'est-à-dire que chaque pays a une voix, quelle que soit sa taille, quelle que soit son importance géopolitique. Donc l'Organisation des Nations Unies dispose d'une assemblée générale, où chaque pays est représenté par un ambassadeur et dispose d'une voix. Donc vous voyez ici une photographie qui représente une allocution du président américain Donald Trump devant cette assemblée générale, le siège de l'ONU se trouvant à New York aux États-Unis. Donc chacun des sièges que vous voyez ici est occupé par un ambassadeur qui représente un pays et qui dispose d'une voix pour voter des résolutions, c'est-à-dire les textes qui mettent en œuvre les décisions prises par l'ONU. Alors cependant, ce beau principe d'égalité est un peu limité par le fait que, dès l'origine, les principales puissances s'arrogent un certain pouvoir. C'est-à-dire qu'à côté de l'Assemblée Générale de l'ONU, où chaque pays dispose d'une voix, il existe un Conseil de sécurité. Donc avec 15 membres, dont 10 sont renouvelés régulièrement, et 5 membres permanents, c'est-à-dire qui sont là tout le temps. Ces 5 membres permanents ne sont pas choisis au hasard, il s'agit des grandes puissances. Alors vous avez, dans ces grandes puissances, les deux grands vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, que sont les États-Unis et l'URSS. Et également 3 autres membres, que sont les anciennes puissances coloniales, la France et la Grande-Bretagne, et la Chine. Et ces 5 membres permanents disposent de ce qu'on appelle un droit de veto, c'est-à-dire qu'ils peuvent bloquer une décision de l'Organisation des Nations Unies. C'est-à-dire qu'un seul pays peut bloquer la décision de tous les autres. C'est-à-dire qu'il devient dès lors impossible de prendre des résolutions contre les intérêts des États-Unis, du Canada, de la France, de la Grande-Bretagne, de la Chine. Et donc ces pays utilisent largement ce droit de veto pour empêcher que soient prises des décisions à l'encontre de leurs intérêts. Donc, sur le principe d'égalité qui est posé au départ de un pays égale une voix, quelle que soit son importance, eh bien on observe qu'il y a une entorse à ce principe avec des grandes puissances qui se réservent un droit de veto. Donc malgré cette volonté de créer un monde pacifique, eh bien des conflits éclatent dans la seconde moitié du XXe siècle. Alors, l'Organisation des Nations Unies a joué son rôle dans la prévention d'un nouveau conflit de type guerre mondiale. Mais des conflits périphériques, parfois tout à fait meurtriers, éclatent néanmoins. Donc nous pouvons noter, pour conclure sur cette introduction, la volonté de créer un monde pacifique se heurte à de nouveaux conflits, qui s'articulent essentiellement autour de l'opposition entre les deux superpuissances issues de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis et l'URSS. Et c'est ce qui nous amène à notre premier chapitre de ce thème, donc chapitre 5, la guerre froide, un monde bipolaire. Donc dans la première partie, la guerre froide 1947-1989, eh bien nous allons essayer de définir ce que l'on appelle la guerre froide et ce qu'est un monde bipolaire. Il n'y a rien à voir avec des troubles psychologiques là-dedans, Nous allons pouvoir nous en rendre compte en étudiant notre premier point, la géopolitique des blocs, avec l'aide de notre manuel aux pages 94-95. Alors la géopolitique est la discipline qui s'intéresse aux relations internationales, aux relations entre les pays. Donc il s'agit de relations de puissance, parfois de conflits et de guerres, mais pas seulement. Donc première question,
Pourquoi peut-on dire que le monde est bipolaire après la Seconde Guerre mondiale? Alors sur notre manuel, aux pages 94-95, l'étude des documents 1 et 2, la carte de l'Europe et planisphère, nous renseigne sur cette bipolarité. Donc cette bipolarité signifie qu'il y a deux pôles, deux blocs organisés chacun autour d'une superpuissance. Donc tout d'abord le bloc de l'Ouest, qui est représenté ici en bleu, et ensuite le bloc de l'Est. Donc on le constate, chaque bloc est organisé autour d'une superpuissance. D'un côté les États-Unis, pour le bloc occidental, et de l'autre côté le bloc soviétique, le bloc des alliés de l'URSS. Donc vous voyez ici que la plupart des pays sont alliés avec l'un ou l'autre de ces super grands. Alors, on voit les pays en blanc qui sont les pays neutres, on dit aussi les pays non alignés, il s'agit essentiellement d'anciennes colonies nouvellement indépendantes que nous étudierons plus spécifiquement dans le chapitre suivant. Donc pour l'instant, ce qui nous intéresse, ce sont donc ces deux superpuissances, États-Unis et URSS, qui ont chacun leur système d'alliance. Donc pour les États-Unis, il s'agit de l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, donc avec les États-Unis et les pays d'Europe de l'Ouest, et pour l'URSS, les membres du pacte de Varsovie, donc notamment les pays d'Europe de l'Est. Donc pour cette première question, nous pouvons noter que le monde est divisé entre deux blocs, formés par les États-Unis et l'URSS, qui ont chacun leurs alliés et leur pacte militaire. Ce qui nous amène à notre seconde question, qui porte plus spécifiquement sur le continent européen. Comment la guerre froide se manifeste-t-elle en Europe? Donc cette question nous amène à nous pencher plus spécifiquement sur le document 1, la carte de l'Europe, où l'on voit en bleu les alliés des États-Unis et en rouge les alliés de l'URSS. Donc on constate que ces pays ne sont pas répartis de manière aléatoire, mais que l'on a bien deux blocs géographiques relativement cohérents. Alors cela est lié à la fin de la Seconde Guerre mondiale, lorsque l'Union soviétique repousse les Allemands, eh bien, il libère un certain nombre de pays qui étaient soit des alliés de l'Allemagne comme la Hongrie et la Roumanie, soit des pays occupés comme la Tchécoslovaquie ou la Pologne. Donc l'Union soviétique libère ces pays et au fur et à mesure va y installer des régimes communistes, des régimes alliés de l'Union soviétique. On parle parfois de pays satellites de l'URSS, puisque ce sont des pays qui tournent autour des directives de Moscou. Donc le bloc de l'Est et de l'autre côté le bloc de l'Ouest. Donc si l'on parle de bloc de l'Est et de bloc de l'Ouest, c'est par rapport à la situation européenne. On a donc l'Europe occidentale qui est du côté des États et l'Europe orientale, l'Europe de l'Est qui est du côté de l'Union soviétique. Alors, la délimitation s'effectue de manière stricte à travers ce qu'on appelle le rideau de fer. Le rideau de fer dont le mur de Berlin est un des composantes. Donc c'est-à-dire qu'il s'agit d'une frontière fermée qui sépare l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest, qui sépare les pays occidentaux, les alliés des États-Unis, des pays de l'Est, des pays alliés à l'Union soviétique. Donc il faut imaginer une frontière physique, fermée, avec des gardes-frontières, mais aussi des fils de fer barbelés, des miradors, des tours de surveillance, et même éventuellement des champs de mines, qui doivent empêcher le passage de la frontière. Alors empêcher les membres des pays de l'Ouest de passer à l'Est, mais aussi, et peut-être surtout, empêcher les peuples des pays de l'Est de passer de l'Est à l'Ouest. Cette expression de rideau de fer date du tout début de la guerre froide, en 1947. L'ancien Premier ministre de la Grande-Bretagne, du Royaume-Uni, Winston Churchill, prononce un discours où il dit que depuis Stettin, sur la Baltique, jusqu'à l'Adriatique, un rideau de fer est tombé sur l'Europe. Donc pour cette seconde question, nous pouvons noter que l'Europe de l'Ouest, avec des pays comme la France, l'Italie, la RFA, la République fédérale d'Allemagne, donc l'Allemagne de l'Ouest, est dans le camp des États-Unis, et l'Europe de l'Est appartient encore à l'Union soviétique, avec des pays comme la Pologne, la Hongrie, etc. Et ces deux Europes sont séparées par un rideau de fer, une frontière fermée. Nous en arrivons donc à notre troisième question. Donc en utilisant la carte page 95, nous allons chercher à repérer des crises et des conflits qui ont opposé les deux camps. Donc en effet, le planisphère nous permet de repérer les différentes crises qui émaillent la guerre froide. Alors, on parle de guerre froide car les États-Unis et l'URSS ne se sont jamais affrontés directement. Il n'y a pas eu de guerre entre les États-Unis et l'URSS. L'une des raisons qui explique cela est le fait que chacun de ces deux pays, les États-Unis depuis 1945 et l'Union soviétique dès 1949-1950, disposent tous les deux de l'arme nucléaire.
et elles en disposent dans des quantités tout à fait impressionnantes. On parle de plusieurs centaines, voire de plusieurs milliers d'ogives nucléaires, avec des missiles qui permettraient, le cas échéant, de détruire intégralement l'adversaire, si ce n'est la planète tout entière. Donc face à ce potentiel de destruction dont tout le monde est bien conscient, eh bien, on cherche à éviter le déclenchement d'un conflit massif entre les deux superpuissances. Donc l'opposition entre l'URSS et les États-Unis passe par des conflits périphériques, c'est-à-dire des conflits qui vont se dérouler autour de ces deux grandes puissances, en mettant en jeu des alliés de ces deux pays, mais jamais les deux face à face. Donc, l'un des premiers conflits, c'est la guerre de Corée, donc le conflit entre la Corée du Sud et la Corée du Nord, quand la Corée du Nord communiste tente d'envahir la Corée du Sud alliée des États-Unis. Donc de 1950 à 1953, une guerre meurtrière se déroule dans la péninsule de Corée. Alors nous étudierons ce conflit plus en détail un peu plus loin dans le cours, mais l'on peut tout de suite noter que c'est de ce conflit que date la séparation de la péninsule entre Corée du Sud et Corée du Nord, qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Alors ensuite nous avons la crise de Berlin en 1961 avec la construction du mur de Berlin, sur laquelle nous reviendrons également dans le cours, et puis deux autres crises majeures, la crise de Cuba en 1962, lorsque l'URSS tente d'installer chez son allié cubain, dirigé par le communiste Fidel Castro, des missiles nucléaires pour menacer directement les États-Unis, puisque comme on le constate sur le planisphère, Cuba ne se situe qu'à quelques encablures du sud des États-Unis, de la Floride, et donc en y installant des missiles nucléaires, l'URSS serait en mesure de menacer directement le territoire des États-Unis. Donc à ce moment-là, lorsque les Américains s'en rendent compte, menace d'éclater un conflit nucléaire direct entre les deux superpuissances. Le dérapage est évité in extremis et laisse place à une période de détente, puisque tout le monde a eu bien peur que le conflit soit déclenché à ce moment-là. Et puis enfin, l'un des autres conflits majeurs et emblématiques de la guerre froide est la guerre du Vietnam, où les États-Unis interviennent pour essayer d'empêcher les communistes d'arriver au pouvoir dans tout le Vietnam. Donc ce qui donne lieu à une guerre assez meurtrière et un échec stratégique majeur pour les États-Unis, puisque encore aujourd'hui, le Parti communiste vietnamien est au pouvoir à Hanoï. Pour cette troisième question, nous pouvons noter que si les États-Unis et l'URSS ne sont jamais directement entrés en guerre, la guerre froide a connu de nombreux conflits et crises. Donc on peut citer notamment la crise des missiles de Cuba en 1962, ou la guerre du Vietnam de 1964 à 1973. Donc le second point de notre cours nous invite à nous pencher sur l'origine du conflit. En effet, les États-Unis et l'URSS étaient alliés jusqu'en 1945, mais dès 1947, ils se retrouvent en opposition dans le cadre de la guerre froide. Alors qu'est-ce qui peut expliquer ce retournement de situation aussi brutal et aussi rapide ? Eh bien, l'origine de ce conflit est idéologique, c'est-à-dire que l'idéologie est un ensemble d'idées cohérents qui forment une doctrine. Alors, de fait, les États-Unis et l'URSS sont fondés sur des idéologies non seulement distinctes, mais parfaitement opposées. Et donc, de ce fait, ces deux modèles qu'ils proposent pour le monde sont faits pour s'opposer car ils ne sont pas compatibles. Alors, pour explorer ces différences idéologiques, nous pouvons nous appuyer sur les documents 1 et 2, page 96 de notre manuel, pour voir les opinions, d'une part du président Harry Truman, donc le président des États-Unis à partir de 1945, et de l'autre, un discours d'un dirigeant de l'Union soviétique, Andrei Zhdanov. Donc dans son discours du 12 mars 1947, le président Harry Truman déclare que « Au moment présent de l'histoire du monde, presque toutes les nations se trouvent placées devant le choix entre deux modes de vie. » Donc, il insiste bien sur la bipolarité, sur l'alternative entre deux solutions qu'il va présenter successivement. Donc, l'un de ces modes de vie est fondé sur la volonté de la majorité. Ses principaux caractères sont des institutions libres, des gouvernements représentatifs, c'est-à-dire élus, des élections libres, et des garanties données à la liberté individuelle, la liberté de parole, ce que nous appelons aussi la liberté d'expression, de culte ou de conscience, et l'absence de toute oppression politique. Donc, le modèle qu'il présente ici, c'est le modèle démocratique des États-Unis. Le second mode de vie,
s'appuie sur la terreur et l'oppression, c'est-à-dire la répression de toute opposition, par la terreur, par la condamnation, la prison, la police politique, etc., sur une radio et une presse contrôlée, donc sur la propagande et la censure, sur des élections dirigées, donc des élections qui ne sont pas libres, mais dont les résultats sont organisés à l'avance, et sur la suppression de la liberté personnelle. Donc le second modèle qu'il dénonce, c'est le modèle de l'Union soviétique. Je crois que les États-Unis doivent pratiquer une politique d'aide au peuple libre. Cette phrase est très importante car il indique ici sa volonté non seulement d'adopter le premier modèle, mais de le promouvoir, de l'encourager auprès des autres peuples dits libres. Je crois que notre aide doit se manifester en tout premier lieu sous la forme d'une assistance économique et financière, donc c'est le plan Marshall. Donc ce qu'il annonce en fait, c'est que les États-Unis vont fournir une aide financière, économique, importante aux pays, notamment en fait aux pays d'Europe, et en particulier de l'Europe de l'Ouest, afin de limiter la misère dans ces pays, qui est très grande de sortir de la Seconde Guerre mondiale, et de les encourager à rejoindre le camp des États-Unis. Donc quelques mois après, Andreï Jdanov publie un rapport pour les dirigeants de l'Union soviétique, et donc ce qu'il déclare, c'est la position en fait de l'Union soviétique sur la situation internationale à ce moment. Donc un nouveau type d'État a été créé, la République populaire, c'est-à-dire ce sont les nouveaux pays communistes qui ont été mis en place en Europe de l'Est par l'URSS, où le pouvoir appartient au peuple, où la grande industrie, le transport et la banque appartiennent à l'État, et où la force dirigeante est constituée par le bloc des classes travailleuses de la population ayant à sa tête la classe ouvrière, c'est-à-dire par le parti communiste qui est censé représenter les travailleurs, agricoles, ouvriers, etc. Plus nous nous éloignons de la fin de la guerre, et plus nettement apparaissent les deux principales directions de la politique internationale de l'après-guerre. C'est-à-dire que lui aussi insiste sur le fait qu'il y a deux choix, deux modèles possibles. D'un côté, le camp impérialiste et antidémocratique, et donc par impérialisme, il parle des pays qui cherchent à dominer les autres. Et d'autre part, le camp anti-impérialiste et démocratique. Alors évidemment, de son point de vue, le camp anti-impérialiste et démocratique, c'est le camp de l'Union soviétique. Les États-Unis sont la principale force du camp impérialiste. L'Angleterre et la France sont unies aux États-Unis. Donc la France et l'Angleterre sont les alliés des États-Unis. Le but principal du camp impérialiste consiste à renforcer l'impérialisme, c'est-à-dire sa domination sur les autres pays du monde, à préparer une nouvelle guerre impérialiste et à lutter contre le socialisme et la démocratie, c'est-à-dire à lutter contre l'Union soviétique et son idéologie. Donc pour tirer le bilan de ces documents et traiter ce point, je vous invite à faire un petit tableau, où la première ligne est consacrée au point de vue d'Harry Truman, avec d'une part ce qu'il dit des États-Unis et d'autre part ce qu'il dit de l'URSS, et une deuxième ligne consacrée à la position d'Andreï Jdanov, avec ce qu'il dit des États-Unis et ce qu'il dit de l'URSS. Donc pour Harry Truman, il présente les États-Unis comme une démocratie. Donc on retrouve les termes d'élection libre, de gouvernement représentatif, c'est-à-dire de gouvernement élu par le peuple, et de presse libre. Les États-Unis sont d'une manière générale un pays libre, dans lequel on accorde de l'importance aux libertés individuelles, la liberté d'expression et la liberté de conscience notamment. Alors, vous retrouverez souvent ceci, jusqu'à aujourd'hui, les États-Unis se considèrent non seulement comme un pays libre, mais comme le champion du monde libre, c'est-à-dire comme les défenseurs du monde libre, non seulement aux États-Unis, mais partout ailleurs dans le monde. Face à eux, il y a le contre-modèle présenté par Harry Truman, avec l'URSS, qui est une dictature, avec des élections dirigées, une radio et une presse contrôlée, propagande et censure, et qui appuie son pouvoir sur un régime de terreur, avec l'oppression, la suppression des libertés personnelles. Donc là, on peut se souvenir du régime de Staline, qui meurt en 1953, donc qui est encore en place à ce moment-là, qui utilise massivement le goulag et même les purges avant la Seconde Guerre mondiale pour asseoir son pouvoir. Donc le président des États-Unis n'a pas tort de présenter l'Union soviétique comme une dictature. Donc en face, Andreï Jdanov, lui, dénonce les États-Unis comme le leader, le chef du camp impérialiste, c'est-à-dire ceux qui cherchent à dominer les autres pays.
Et en cela, on ne peut pas tout à fait lui donner tort, dans la mesure où les États-Unis cherchent à développer leur modèle dans le monde, mais aussi et surtout, ils sont alliés avec les puissances coloniales européennes, notamment la France et le Royaume-Uni, qui sont de fait des pays impérialistes, qui, à ce moment-là, occupent de nombreux pays dans le monde, hein. Donc l'Inde qui accède à son indépendance cette année-là, mais encore de nombreuses autres colonies, notamment en Afrique, qui sont toujours sous leur domination. Donc, le modèle qu'il propose, lui, c'est le modèle soviétique des républiques populaires, c'est-à-dire des pays communistes qui ont été créés par l'Union soviétique, notamment en Europe de l'Est. Et dans son point de vue, ce sont des pays qui sont réellement démocratiques dans la mesure où le Parti communiste les dirige dans l'intérêt du peuple. Ils sont censés développer le niveau de vie du peuple et préparer la société sans classe, la société idéale qui doit advenir ensuite. Et l'opposition est donc politique, mais également économique, puisque l'Union soviétique se base sur une économie dirigée, c'est-à-dire que la grande industrie, le transport, les banques appartiennent à l'État. Ces entreprises ont été nationalisées, sont passées sous le contrôle de l'État, pour permettre au Parti communiste d'atteindre ses objectifs. Alors qu'en face, on a un pays, un camp qui favorise l'économie capitaliste, l'économie de libre marché et de libre entreprise. Donc vous avez une opposition à la fois sur le modèle politique et sur le modèle économique. Donc deux modèles qui sont opposés. Et c'est cette opposition idéologique qui est à l'origine du conflit entre les États-Unis et l'Union soviétique.